Le 29 novembre 1970, une simple randonnée du dimanche dans la vallée de Lisdal, près de Bergen en Norvège, bascule dans l'horreur. Un homme et ses jeunes filles découvrent le corps partiellement calciné d'une femme étendue sur les rochers. L'odeur de chair brûlée imprégnait l'air glacial et il était évident que le feu avait été intense car le corps se trouvait dans une position caractéristique des victimes de brûlures graves. Ce qui frappe immédiatement les enquêteurs, c'est l'absence voulue de toute identification. Les étiquettes de ses vêtements avaient été intentionnellement coupées et les marques de ses affaires effacées. C'était comme si quelqu'un voulait tout mettre en œuvre pour que cette femme ne soit jamais identifiée. Dans un pays assez calme comme la Norvège, ce mystérieux corps soulève une multitude de questions. Qui était-elle ? Pourquoi était-elle seule et sans protection dans cette vallée de la mort, qui est un lieu tristement célèbre pour ses nombreux accidents de randonnée ? Par ailleurs, les premières constatations révèlent des somnifères dans son estomac et des particules de fumée dans ses poumons, indiquant qu'elle avait été vivante au moment du feu. Elle avait également une ecchymose au cou, laissant penser à un étranglement. La police va alors privilégier la thèse du suicide, mais cette conclusion laisse de nombreux doutes. Il faut également souligner le contexte historique de l'époque. Cet événement s'est déroulé en pleine guerre froide, un contexte propice aux opérations secrètes. Donc les circonstances étranges de sa mort ainsi que les futures découvertes de messages codés et de multiples identités ne vont pas tarder à alimenter la théorie d'une espionne. 3 jours après la découverte macabre dans la vallée, un nouvel élément apparaît. 2 mystérieuses valises sont retrouvées à la gare de Bergen, et de base, les enquêteurs sont optimistes. Ils pensent que ces effets personnels pourraient enfin révéler l'identité de la femme, et ils ont eu raison. Ils ont trouvé une empreinte digitale sur une paire de lunettes sans ordonnance dans l'une des valises, qui va alors confirmer le lien avec le corps calciné. C'est une première avancée majeure dans l'enquête, mais malheureusement tout ne va pas se passer aussi facilement que prévu. Lorsque les enquêteurs vont analyser ce qu'il y a dans les valises, ils vont découvrir quelque chose qui va brouiller tout leur espoir. Les étiquettes des vêtements ont été coupées avec précision, et même les marques sur des objets comme un tube de crème contre l'eczéma ont été grattées. Dans les valises, ils y ont trouvé divers vêtements, mais aussi plusieurs perruques, des cosmétiques, des cuillères à café et de l'argent dans plusieurs devises, incluant des marques allemandes, des couronnes norvégiennes et des pièces belges, britanniques et suisses. Mais le plus intriguant dans ces trouvailles, c'est un carnet contenant des messages codés. Ce carnet, une fois déchiffré par les enquêteurs, révèle un itinéraire de voyage à travers l'Europe et la Norvège. On comprend alors que la femme a voyagé sous plusieurs identités, au moins 8 voire 9 fausses identités. Elle se présentait sous des noms variés tels que Geneviève Lancier, Claudia Tschelt, Fenella Lorck ou Elisabeth Lenhover, voyageant avec de nombreux passeports falsifiés. Bien qu'elle se déclarait souvent belge, les autorités n'ont aucune trace de ces identités supposées. Ces voyages étaient assez chers, toujours en hôtel et souvent par avion. Les rares personnes qui l'ont rencontrée décrivent une femme à la fois élégante et mystérieuse. Parlait anglais avec un accent étranger et pouvait s'exprimer en allemand, français et néerlandais. D'après quelques témoins qui l'ont rencontrée lorsqu'elle séjournait à l'hôtel, elle aurait une forte odeur d'ail et demandait souvent du porridge pour son petit déjeuner. Elle changeait fréquemment de chambre d'hôtel, parfois jusqu'à 3 fois dans le même établissement. Et elle demandait souvent à ne pas avoir de balcon ou de vis-à-vis, comme si elle se cachait pour ne pas être reconnue. Physiquement, elle présentait un trait distinctif, un espace entre ses 2 dents supérieures, et d'ailleurs les analyses de sa dentition révèlent qu'elle avait plusieurs couronnes en or, et que le travail dentaire qu'elle avait subi n'était pas de style scandinave mais plutôt d'Europe centrale voire d'Extrême-Orient. Quant à son écriture, selon des experts, cela pourrait s'apparenter à une éducation en France. Tous ces détails dessinent le portrait d'une femme aux multiples identités dont le mystère ne fait qu'épaissir. La découverte du corps ainsi que le mystérieux contenu dans les valises plaçaient les enquêteurs face à un puzzle assez complexe. Les premières conclusions de l'autopsie furent particulièrement troublantes. Le corps de la femme, retrouvé dans une position dite de boxeur, caractéristique des victimes de brûlures graves, présentait des signes évidents qu'elle avait été vivante au moment de l'incendie. Comme on l'a dit au début, il y a eu des particules de fumée retrouvées dans ses poumons. De plus, du pétrole avait été versé sur son corps pour alimenter le brasier. Son estomac contenait plus de 50 pilules de somnifères, mais la plupart n'avaient pas eu le temps d'être complètement absorbés par son sang avant son décès. Bizarrement, ses bijoux et sa montre avaient été retirés et placés autour d'elle, comme si une sorte de cérémonie étrange avait eu lieu. Malgré ces éléments contradictoires, la police conclut officiellement à un probable suicide. Et cette décision ne convenait pas à tout le monde, ce qui est assez compréhensible. Certains policiers pensaient qu'il s'agissait clairement d'un meurtre. Ce doute avait été renforcé par le sentiment que le travail des enquêteurs n'était pas si poussé qu'ils laissaient croire. En effet, les services de renseignement norvégiens avaient été impliqués dès le début, mais leur intervention était restée secrète, voire niée par la police de Bergen pendant des années. Tout ce secret autour de l'enquête alimentait tout naturellement des spéculations.
Dans ce contexte de guerre froide, comme on l'a dit, la théorie la plus persistante et de loin la plus fascinante fut celle de l'espionnage. Les multiples identités et passeports falsifiés de la femme, ses voyages coûteux et ses changements fréquents de chambre d'hôtel, ainsi que son comportement discret s'accordaient parfaitement avec l'image d'un agent secret. Des documents déclassifiés révèlent que certains de ces déplacements coïncidaient avec des essais top secrets des nouveaux missiles norvégiens Pingouin. Un ancien policier va même évoquer des liens possibles avec les services de renseignement israéliens, suggérant que c'est ce qui aurait conduit à une clôture précipitée de l'affaire. Une serveuse d'hôtel se souvenait d'ailleurs de l'avoir vu à côté de 2 membres de la marine allemande, dont un officier. D'autres pistes furent envisagées comme celle d'une escroquerie au chèque falsifié. Le chef de la police de Bergen de l'époque, Asbjørn Brin, je sais pas si j'ai bien prononcé, se déclara même personnellement convaincu que l'inconnu appartenait à une ligue criminelle, affirmant que son comportement était trop simple pour être une espionne. Cependant, aucune preuve tangible existe pour pouvoir lier les deux affaires entre elles. Un autre témoignage tardif, mais tout aussi important, va troubler cette affaire. Le témoignage de Kfersøy. J'espère aussi que je me prononçais. Ketchik Kfersøy, un randonneur et skieur de la zone où la femme a été retrouvée, révèle son secret après 48 ans. D'après lui, un après-midi, alors qu'il finissait de skier dans la zone, il a regardé une femme et 2 hommes gravir la montagne en tenue de ville, ce qui est assez inhabituel. Il dit que cela pourrait être la première et la dernière fois qu'il a vu la femme d'Isdal par hasard. Il dira même que c'était assez étrange pour lui car ils avaient l'air de sortir d'une réunion de bureau, sans manteau et à l'air libre. Selon lui, ils avaient tous les cheveux noirs et semblaient venir du sud de l'Europe. Il raconte que la victime marchait vers lui, son visage marqué par la peur, suivi à 20 mètres par ces 2 hommes. Kfersøy regrettera de ne pas avoir signalé cet incident plus tôt à la police. Faute d'identification, l'inconnu d'Isdal fut enterré le 5 février 1971 lors d'une cérémonie catholique sobre dans une tombe anonyme au cimetière de Mollendal à Bergen. Un choix qui permettait, si les enquêteurs arrivaient enfin à l'identifier un jour, de la rendre à sa famille. Quant à l'affaire, elle, loin d'être oubliée, elle continuait de hanter la Norvège. Pendant près d'un demi-siècle, l'affaire restait une énigme devenue un peu plus connue du grand public. En 2016, une nouvelle lueur d'espoir apparaît. Les journalistes de NRK, une radio norvégienne, décident avec la police de rouvrir l'enquête. Cette fois-ci, en espérant que les avancées scientifiques les aident un peu plus. Des tests isotopiques sont effectués sur les dents et la mâchoire de la femme, seule partie de son corps non enterrée. En gros, ce sont des tests qui servent à dater et identifier l'origine géographique du sujet. Après avoir revu l'âge probable de la victime, ils ont conclu qu'elle se situait plus près de 40 ans que de 30. Plus important encore, elle relie des origines à l'Europe, suggérant qu'elle aurait passé son enfance dans les Balkans, le sud de l'Allemagne, avec une forte probabilité autour de Nuremberg, ou près de la frontière franco-allemande. Au même moment, des échantillons de tissus de ces organes, précieusement conservés depuis l'autopsie de 1970, sont soumis à l'analyse ADN. Depuis quelques années, l'intérêt médiatique est ravivé par le podcast Death in the Valley, une collaboration entre BBC et NRK, qui a captivé des millions d'auditeurs à travers le monde. Ce nouveau projet a transformé des milliers d'amateurs en détectives bénévoles, partageant même des théories et indices via les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'un auditeur a identifié l'origine d'une cuillère retrouvée dans les affaires de l'inconnu. Par ailleurs, des nouvelles découvertes matérielles sont faites, bien qu'elles puissent être frustrantes des fois. Un homme utilisant un détecteur de métaux va trouver un sac à main enterré à seulement 40 mètres du lieu de la découverte du corps. Le sac, datant visiblement de la même période, ne contenait hélas que de la terre. Plus tard, des copies de documents de police sont retrouvées par le neveu d'un journaliste qui avait enquêté sur l'affaire dans les années 90, ajoutant une couche d'intrigue certes, mais sans pour autant fournir de nouvelles preuves décisives. Malgré le temps écoulé, l'espoir d'offrir une nouvelle identité à l'inconnu d'Isdal et ainsi une forme de repos à sa famille reste vif.